Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Et comme co-animateur, j'ai mon cadeau de Saint-Valentin aujourd'hui, le retour de Tommy Auger. Bonjour Tommy. Salut. Oui, Tommy qui a eu des petits problèmes de santé au cours de la dernière semaine. Valérie Dionne qui l'a remplacé de main de maître la semaine dernière. Mais on est très content de ton retour, Tommy. Moi, ça me fait très plaisir d'être de retour. Ça fait toujours plaisir de retrouver notre gang là, après une petite semaine de convalescence. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. Du côté de Cogeco, ça a été la même chose. C'est obligé de prendre une pause. C'est assez difficile de faire de la TV avec un œil en moins. Disons que j'ai roulé fort en fin de semaine dernière pour réussir à vous livrer quand même quelque chose et entre autres un entretien avec Steve Guillemette là, qui a gravi le deuxième plus haut sommet du monde, la Concagua là, en Argentine. Donc un beau témoignage. Puis j'ai réussi à aller chercher des images là, un peu partout sur Internet là, d'ascension parce que lui il était concentré, a pris quelques photos, mais j'ai des vidéos là, de qu'est-ce que ça peut avoir de l'air de l'ascension de la Concagua. Donc regardez ça connecté sur cette téléport quartier. Vous avez jusqu'à demain encore pour le regarder. Sinon, sur notre site internet, Cogeco TV Côte-Nord. Et on n'a pas changé nos habitudes sur l'heure du midi à Côte-Nord Attitude. On vous propose 4 entrevues au cours des prochaines minutes. D'abord, j'ai enregistré ce matin une entrevue avec le directeur du cégep de Sept-Îles, Donald Bérère. On parle de la situation économique à Sept-Îles, comment ça l'a affecté un peu le cégep qui dépend beaucoup son financement du gouvernement du Québec, bien sûr, mais du nombre d'étudiants inscrits. On fait beaucoup d'efforts de recrutement. Mais on va surtout parler des projets novateurs en recherche et développement, des collèges qui s'investissent autant que Sept-Îles au niveau de la recherche. C'est assez rare, mais depuis qu'on a le pavillon universitaire Alouette, là, on s'est donné certains créneaux de recherche et ça marche assez bien. Donc, Donald Bérère est avec nous dans quelques instants. Ensuite, on parle avec la porte-parole d'Action Chômage Côte-Nord. Le regroupement dénonce le rapport du comité là qui était formé de 3 députés du gouvernement fédéral sur les services de l'assurance-emploi. On se souvient que Justin Trudeau a critiqué la réforme par les conservateurs, mais là, il la laisse en place. Alors, on est déçus du côté d'Action Chômage Côte-Nord. Lynn Sirois est porte-parole de l'organisme, sera avec nous vers 12h28. Je me suis entretenu aussi ce matin avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. Il y avait une rencontre, bien sûr, hier soir du conseil municipal. On a parlé beaucoup de déneigement. C'est clair là que ça va coûter plus cher que prévu. On parle aussi de la deuxième étude sur la qualité de l'eau au lac des Rapides avec le maire de Sept-Îles ce midi. Et en fin d'émission, Hélène Desaulniers sera notre invitée, Tommy. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses là elle est bien occupée. Elle est toujours bien occupée, mais encore plus ces temps-ci. Elle est mentor pour le volet jeunesse de Dragon Cette-Rivière. On sait qu'elle est une des récipiendaires de la première édition. Donc l'an passé, elle a remporté un des prix là qui était remis à cet exercice. Un peu comme on voit là dans les différentes chaînes télévisées là des mentors, des gens qui sont là pour aider un certain développement, une belle idée de développement, soit économique ou un projet. Donc elle, cette année, à son tour, elle va aider des jeunes dans le volet jeunesse. Elle est à préparer son déjeuner des complices, donc un événement pour amasser des fonds pour ses différentes activités de zoothérapie qui aura lieu dans les prochaines semaines. Le marathon Mamou qui s'en vient. Elle sera accompagnée de Roger Vachon là, qui sera de passage avec elle pour venir nous parler plus en détail du fameux marathon d'hiver. Donc le marathon Mamou qui arrive à très grands pas également à la fin février. Et bien sûr, les inscriptions pour le camp des complices de cet été. Voilà, Hélène Desaulniers qui sera avec nous en fin d'émission de La Patte Complice. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, Action Chômage Côte-Nord est déçu du rapport sur les examens des services de l'assurance-emploi. Les conclusions ignorent totalement la situation des travailleurs des industries saisonnières, déplore l'organisme. 3 députés fédéraux formaient le comité qui a étudié le service de l'assurance-emploi. Le comité est passé à côté de la coche alors que plusieurs travailleurs sont confrontés à une période de trou noir, selon la porte-parole d'Action Chômage Côte-Nord, Lynn Sirois. Elle sera
avec nous en direct vers 12h28. Action Chômage rappelle les déclarations du premier ministre Justin Trudeau. Ce dernier avait déjà affirmé que la réforme du régime de l'assurance-emploi instaurée par les conservateurs a été nuisible. Le premier ministre s'était engagé à changer le programme. Sur la Côte-Nord, la période de prestation n'est pas suffisante pour couvrir la totalité de la période d'inactivité des travailleurs saisonniers, des industries de la pêche et du tourisme. Une deuxième étude de diagnostic du lac des Rapides conclut que l'eau est de bonne qualité. L'analyse des sédiments du lac démontre tout de même des dépassements pour certains éléments comme le mercure et le plomb. Pour cette seconde étude, 10 stations d'échantillonnage ont été ajoutées. On note la présence d'hydrocarbures comme les HAP et du pétrole, mais en plus faible quantité que l'étude précédente. La présence d'hydrocarbures serait liée aux bateaux de plaisance et aux hydravions. L'analyse concerne l'eau brute du lac sans traitement. Le chef de la division environnement de la ville de Sept-Îles, Jean-François Grenier, précise que l'eau qui circule dans les réseaux municipaux d'aqueduc est de très bonne qualité. Les eaux de baignade du centre de plein air du lac des Rapides se sont vues décerner la cote A pour excellente par le programme Environnement Plage à l'été 2016. Et puis Tommy, tu sais que notre région a un des pires résultats quand on parle du taux de diplomation au secondaire des élèves de la Côte-Nord. Donc après 7 ans, là, on lui donne une marge de manœuvre. Hein. Il y en a qui le font en 5 ans, il y en a de plus en plus qui le font en 5 ans, mais après 7 ans, le taux, là, après 7 ans, est en baisse de 1%. C'est 68,4% des jeunes qui ont commencé leur études secondaires en 2008 qui ont obtenu leur diplôme. Le comité RAP Côte-Nord, réussite, accomplissement, persévérance, croit qu'il faut multiplier les efforts contre le décrochage. On est à la recherche de super-héros de la prévention scolaire cette semaine dans notre région. Le comité RAP invite les citoyens à poser des gestes encourageant les jeunes dans le cadre de c'est les journées des persévérances, de la persévérance scolaire du 13 au 17 février. Parents, enseignants, proches et autres intervenants auprès des jeunes jouent un rôle important dans la réussite. Les journées de la persévérance scolaire proposent diverses activités qui parlent des risques du décrochage scolaire et des avantages du diplôme dans une période névralgique de l'année scolaire. C'est vrai qu'en février, là, c'est là qu'on se pose la question si on devrait continuer l'école. Un important colloque sur la sécurité des bateaux de pêche au Québec a pris fin vendredi à Rimouski. Selon les organisateurs, les aides pêcheurs sont trop souvent victimes d'accidents. L'équipage du Simon Bernard, qui a pris feu au large de cette île en juin 2016, a témoigné lors du colloque. L'événement organisé par le comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec prévoyait des ateliers de formation et une réflexion sur les pratiques à bord des navires. Transport Canada a présenté le nouveau règlement sur la sécurité des bateaux de pêche. Les pêcheurs doivent se conformer à cette nouvelle réglementation d'ici juillet 2017. Présentement au colloque à Rimouski, le ministre Jean Damour a affirmé que la sécurité doit devenir une priorité sur les bateaux de pêche au Québec. Cette volonté est inscrite dans la stratégie maritime du gouvernement. Voilà, ça complète ces informations régionales. Dans quelques instants, on reçoit en entrevue le directeur général du Cégep de Sept-Îles, Donald Bérère. Attitude. Pour voir plus clair dans vos affaires, pour mieux contrôler l'aspect comptable de votre entreprise, pour compter sur une personne fiable pour vos déclarations d'impôts, une adresse s'impose. Comptabilité FL du 690 Boulevard L'Art. Comptabilité FL est une entreprise de gestion comptable à la fine pointe de la technologie qui s'adresse aux PME, aux particuliers et aux particuliers en affaires. Comptabilité FL pour un service adapté à vos besoins, confidentiel et professionnel. 690 Boulevard L'Art, bureau 218, Sept-Îles. 88 968 26 04. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On reçoit notre émission Côte-Nord Attitude, le directeur général du Cégep de Sept-Îles. On va parler plusieurs dossiers d'actualité liés à l'éducation, qui devient d'ailleurs une priorité de notre gouvernement, semble-t-il. Monsieur Donald Bérère, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. On parle beaucoup de recherche et développement depuis quelque temps du côté du Cégep de Sept-Îles, là, entre autres avec l'industrie 4.0. On a quasi un créneau qui se développe au niveau du milieu nordique. On a parlé des panneaux solaires avec Monsieur Ibrahim
il n'y a pas longtemps à cette émission. J'aimerais connaître un peu la recherche. C'est venu un peu avec l'arrivée du pavillon Alouette à cette île, mais on y songeait depuis longtemps quand même. On avait quand même des projets de recherche avant ça, hein? Oui, on a commencé en fait à inscrire ça dans notre planification. Ça fait maintenant plus de 10 ans. 11 ans, en fait. Presque avec l'arrivée de Donald Bérère au cégep, non? Il y avait des initiatives de recherche avant, mais c'était très ponctuel et ça dépendait un peu de l'intérêt des professeurs, essentiellement. Et il n'y avait pas vraiment de stratégie de planification. Et on s'est donné une planification. De ce côté-là, on s'est dit, d'abord, ça fait partie de notre mission, faire de la recherche. On est un établissement d'enseignement supérieur. La mission principale, c'est la formation, mais on a une mission complémentaire importante en recherche. Et on va performer dans ce domaine-là, mais à condition de cibler des créneaux précis où on peut faire la différence. Alors, c'est de là que sont parties nos initiatives de recherche, et ça fait maintenant 11 ans, donc ça prend du temps de bâtir des équipes de recherche, établir une crédibilité, développer un certain volume d'activités dans des créneaux qui nous sont propres et où on performe très bien. Chaque année, on doit tourner quelque part entre 1,5 et 2 millions de projets de recherche, ce qui est quand même significatif, et on est dans des domaines de pointe. L'industrie 4.0, vous venez de le mentionner, c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant un créneau porteur dès 2013. On était le premier centre de transfert de technologie au Québec. Là. Les centres de transfert de technologie, ce sont des créatures là, qui sont associées au cégep en matière de recherche et de transfert technologique. On a été les premiers vraiment à occuper ce domaine-là et à le faire non pas en faisant du blabla sur l'industrie 4.0, mais en faisant des projets concrets. C'est concret aussi pour vos étudiants. Hein? J'ai trouvé très intéressant le passage la semaine dernière de Monsieur Marquis là, de l'Institut national des mines. Il se spécialise justement en éducation. On le voit dans le domaine minier, là, tout le profil, les emplois, les tâches des travailleurs qui sont dans les mines vont complètement changer dans les prochaines années. Et au cégep, on les forme déjà pour les mines de l'avenir, nos jeunes, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. L'industrie 4.0, c'est l'usine intelligente de demain qui est déjà là. On côtoie de toute façon dans notre quotidien de plus en plus des environnements intelligents. On a juste à penser aux ordinateurs qui sont à bord de nos voitures maintenant. Alors, il y a des senseurs, il y a des capteurs qui nous informent sur l'état de l'équipement. Au niveau, je dirais, si on généralise un peu ça, au niveau d'une usine, l'utilisation des capteurs pour être en suivi de façon continue sur la performance des équipements, ça devient quelque chose d'extrêmement important, puis c'est une voie d'avenir. Et nous, on a mené des projets là, très précis là-dedans avec des partenaires industriels. L'autre créneau qu'on développe beaucoup dans le domaine de la recherche, on l'a vu avec les panneaux solaires, c'est pour les milieux nordiques, là, pour le Grand Nord. On cherche à avoir plus d'efficacité au niveau du dégivrage. Cette semaine, on émettait un autre communiqué concernant les habitations innovatrices en milieu nordique. On s'est accroché au fait on est un des collèges, une des institutions d'enseignement les plus au nord au Québec. On va chercher ce créneau-là, là. Oui, mais il y a des défis particuliers au fait d'opérer en milieu nordique. La température en est un. Les contraintes géographiques aussi, c'est un facteur important qui est propre à notre région. Alors, comment on peut performer au niveau énergétique, et ça, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup, le domaine énergétique. On a des gens très, très qualifiés dans ce domaine-là. Le professeur Ibrahim, que vous avez rencontré dernièrement, en est un. Alors ça, c'est quelque chose qui nous apparaît extrêmement important selon des axes assez précis, je dirais. Un, de proposer des alternatives viables au diesel, hein, de réduire la consommation de diesel, de réduire par le fait même l'empreinte carbone, et aussi de travailler sur l'intégration de des systèmes intelligents qui permettent de suivre la consommation, la performance énergétique là, en continu. C'est un bel objectif quand on dit d'offrir une alternative au diesel. On le sait comment dans le Nord, là, on emmagasine beaucoup de diesel pour fonctionner. On a vu les problèmes dans la communauté de la Romaine cette année. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein? Les compagnies vont continuer d'utiliser le diesel si c'est ça qui est le moins cher, si on ouvre une mine dans le Grand Nord. Est-ce qu'on est confiant de trouver la solution, de trouver une façon, une vraie alternative là, avec compétitive sur le plan financier finalement? Tout à fait. Bon, on a fait par exemple, pour vous donner un exemple, c'est ce qui parle le plus, je pense. Là. On a fait un projet avec Transport ferroviaire de Chouétine au niveau du camp Esker, qui est un camp le long de la voie ferrée, un camp de travailleurs, qui était alimenté par, au niveau énergétique, par du diesel essentiellement, uniquement. Ça coûte cher,
c'est compliqué en termes d'approvisionnement, c'est compliqué en termes de maintenance aussi, et on a fait des projets avec eux pour mettre en place une solution alternative, en fait, qui combine le solaire, l'éolien et en partie aussi le diesel. Alors, on a fait cette démonstration-là chez eux, c'est concret, c'est un camp isolé, donc on améliore la performance énergétique et on fait sauver beaucoup d'argent à l'entreprise. On peut aussi faire du suivi à distance, c'est ce qu'on appelle un peu de la télémétrie, qui permet de suivre, de pas avoir à déplacer tout le temps des gens pour vérifier l'état des équipements. À l'aide de certains senseurs, on est capable de voir à quel moment il est opportun de faire un entretien préventif. Mm-hmm. Toute la recherche et le développement, en général, on associe ça aux universités au Québec. Hein? Dans les collèges, il y en a probablement d'autres, mais on en entend moins parler quand même. Vous êtes obligé, de toujours être en partenariat avec des universités. On le voit depuis qu'on a le pavillon Alouette, là. Notre cégep est pratiquement une université en soi aussi, là. Oui. En fait, les deux ordres d'enseignement, collégial et universitaire, ont des missions qui se ressemblent, hein, à la fois en formation et en recherche. Cette mission-là de recherche, elle est plus accentuée au niveau universitaire, ça va de soi, mais elle est très présente aussi au niveau collégial. Et nous, on a tout intérêt à travailler avec des partenaires. Vous savez, on a une bonne équipe au niveau de la recherche. On a sûrement une 12 à 15 personnes complètement dédiées à ça chez nous maintenant, hébergées chez nous. Si j'ajoute le centre Mérinov, dans le domaine de la pêche et l'aquaculture, et l'INRES, ça fait une vingtaine de personnes. Donc, des personnes très qualifiées, des compétences très pointues. C'est quand même une masse critique intéressante. À ça s'ajoutent des stagiaires au niveau maîtrise et doctorat. On en accueille là encore un certain nombre au printemps. Donc, on a mis en place une équipe assez intéressante. Et c'est sûr qu'en matière de recherche, là, M. Saint-Pierre, tout se passe en partenariat. On peut pas travailler en vase clos. Et nous avons des liens très étroits avec des universités comme l'UQAR, comme l'UQAC et également l'ETS et également Laval aussi. On travaille beaucoup avec l'Université Laval dans le domaine de l'habitat nordique. On est impliqué depuis plusieurs années maintenant dans des projets avec eux. Donc, c'est en partenariat que les choses se font et ça dépend beaucoup aussi de la chimie qui est entre les chercheurs. Moi, je pourrais décider que, on fait de la recherche là-dedans, mais si le chercheur, lui, ça ne l'intéresse pas, là, ça marchera pas. Alors, c'est de la chimie entre les chercheurs, des gens qui veulent travailler ensemble sur des solutions concrètes là, qui fait que ça avance. Je voulais aussi profiter de cette entrevue, M. Bérard, pour parler un peu du financement là et de la clientèle au cégep de Sept-Îles. On a quand même connu un ralentissement important là, depuis 2 ans, la chute du prix du fer. Ça va pas très bien sur le marché mondial pour l'aluminium également. Il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi concrètement là, eu des pertes d'emploi. On se questionne davantage dans ces périodes-là là, quand on a à faire un choix de carrière. Est-ce que ça s'est ressenti dans la clientèle, dans le financement au cégep de Sept-Îles, la période qu'on a vécue depuis 2 ans? Là? Oui, c'est sûr qu'on subit les effets de ça, du climat économique et puis, je dirais que, j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, quand une industrie est un peu mise au banc aussi, pour diverses raisons, l'industrie minière notamment, on crée une perception qui est pas favorable chez les étudiants, chez les parents, qui viennent à se dire, écoutez, il n'y a pas d'avenir là-dedans, même s'il y a de grands défis, même s'il y a des besoins, l'image est pas bonne. On l'a vu avec la foresterie, entre autres du côté de Bécomo. Exactement. Alors, il faut faire très attention à ça parce qu'on crée des perceptions qui sont négatives et les jeunes choisissent, dans le fond, leur orientation sur la base d'une certaine perception qu'ils ont. S'ils ont la perception que c'est un paquet de problèmes dans cette industrie-là, l'image est négative, écoutez, nous, on va en subir des effets, puis c'est très concret, ça. Ça nous oblige à faire beaucoup d'efforts pour recruter à l'extérieur de la région, recruter à l'international, ce qui nous demande quand même plus d'investissement. Alors ça c'est très réel. Je pense qu'on vit cette chose-là, puis il est souhaitable qu'on sorte de cette situation-là de morosité économique le plus rapidement possible. Et je pense qu'on ne peut le faire vraiment de façon significative qu'à travers de grands projets industriels. Parce que notre problème un peu ici à Sept-Îles, c'est qu'on n'a pas la masse critique de population, pas de masse critique de population vraiment significative. À 25-26 000, plus Port-Cartier, plus la communauté de Ouachat, Maliotenam, ça fait quand même pas une masse de population très très grande. Je pense qu'on doit vraiment viser à solidifier notre base industrielle pour augmenter la population, pour faire en sorte que les établissements publics comme le nôtre ne soient pas constamment en situation de fragilité. Comment on passe à travers là, cette période-là? Parce que le financement par le gouvernement du Québec, ça va directement avec le nombre d'inscriptions qu'on a au cégep, j'imagine. Là. On est financé
financé pour la clientèle. Oui, mais nous, on s'est donné comme orientation une de nos orientations stratégiques, c'est de diminuer un peu notre dépendance au financement gouvernemental et de le faire à travers davantage de revenus autogénérés. On parlait de la recherche tout à l'heure. Comment la recherche peut nous amener à générer des revenus? Ben, c'est à travers la propriété intellectuelle. Une propriété intellectuelle. Par exemple, on fait des recherches sur des produits, on développe de nouveaux produits. Ces produits-là ont un potentiel de commercialisation. S'ils sont commercialisés par un spin-off ou encore une entreprise existante, ben nous, on peut percevoir des redevances. Alors ça, c'est une façon pour le Cégep d'aller chercher des revenus en les générant en quelque sorte par ses propres activités. Alors, faut travailler beaucoup plus ces aspects-là, à mon avis, c'est la voie d'avenir. Ça se fait beaucoup plus dans l'Ouest, dans le reste du Canada, je dirais. Ils sont habitués à faire ça, nous, un petit peu moins, parce que notre dépendance est beaucoup trop grande, ce qui fait que à 85% dépendance au niveau du financement, là, au niveau gouvernemental, ce qui fait que lorsqu'il y a des compressions ou encore qu'il y a des montagnes russes au niveau du financement, bon, on est toujours un peu en train de faire le yo-yo et c'est pas agréable, on peut pas planifier vraiment sur des longues durées. Donc, il faut un peu se rendre moins vulnérable au financement, là, aux fluctuations du financement gouvernemental. Heureusement, il y a un réinvestissement qui s'annonce, mais les dernières années ont été un petit peu difficiles. Quoique nous, on avait une bonne situation financière qui fait qu'on a passé à travers sans faire de compression au niveau du personnel. On a concrétisé beaucoup de projets quand même les dernières années. Le pavillon Alouette en est une belle innovation avec le Cégep de Sept-Îles et des partenaires financés en partie par des fonds publics, bien sûr. Il y a d'autres projets sur la table, là. Entre autres, on parlait à un moment donné éventuellement de nouveaux gymnases avec le Cégep. Est-ce que ça avance tout ça? On a encore espoir de d'autres chantiers autour du Cégep? Oui, en fait, on a dans notre planification, là, et on y travaille, ça fait l'objet de négociations avec des organismes de financement. Il y a 3 grands projets, je dirais, présentement. Le gymnase multifonctionnel, vous y avez fait référence, c'en est un. Construction d'un pavillon dédié à des bancs d'essai. Des bancs d'essai, ce sont des équipements spécialisés pour faire des tests dans le cadre de certaines recherches ou encore pour les rendre accessibles à des entreprises. Alors ça, c'est un projet d'à peu près 13 millions. Un nouveau pavillon qui serait situé un peu à l'arrière du pavillon ArcelorMittal, à côté du terrain de tennis, à côté du terrain de soccer synthétique. Et on a également la construction d'un 3e étage là au dernier pavillon qui a été construit pour héberger un centre qui va faire la valorisation de nos innovations. Donc, apprendre nos innovations, les produits qu'on a développés en recherche et les amener à des phases de prototypage, de pré-commercialisation et de commercialisation. Ce qu'on appelle un centre de valorisation ou un incubateur, quoique le terme incubateur est tout à fait approprié, mais ça fait partie de nos préoccupations. Donc, tout ça, ça fait des projets à peu près 30 millions en infrastructure sur lesquels on travaille activement. On est attentif au programme de financement pour profiter des opportunités, tout ça. C'est des projets qui avancent, qui vont à leur rythme. Et puis, on a aussi des projets quand même encore de mise à jour au niveau du bâtiment principal. On a un gros projet qu'on peut pas annoncer parce que la ministre n'est pas encore venue l'annoncer, mais qui, dans le cadre du FIS, du Fonds d'investissement stratégique, là, qui a été lancé par le fédéral au printemps dernier. Bon, on travaille au niveau du bâtiment principal pour améliorer sa performance énergétique. Alors ça, c'est substantiel. On veut aussi avoir une meilleure unité architecturale au niveau de l'ensemble de nos bâtiments. Ça fait partie de nos préoccupations. Agrandissement de notre cafétéria, de notre bibliothèque également. Bon, il y en a pour quelques millions là aussi. Donc. Alors, on se casse la tête un peu pour faire les montages financiers de tout ça. Bon, ben on va se croiser les doigts. Il paraît que ça devient une priorité là, pour le gouvernement du Québec, l'éducation, d'ici la prochaine élection en 2018. En terminant, on est proche de la date là, du 1er mars, une date importante pour nos jeunes du secondaire qui vont faire un choix. Est-ce que la cote du Cégep, on est confiant de maximiser les inscriptions? Entre autres, bon, on est d'un petit milieu, mais la clientèle régionale, on la veut le plus possible à presque 100%, là, sauf ceux qui choisissent des domaines d'études qui s'enseignent pas à cette île. Ouais, on performe toujours assez bien au niveau régional, mais naturellement, quand il y a un exode de population, ben on en subit des effets. Alors, ça précarise au niveau dans certains programmes, ça crée des situations précaires. Et il nous faut redoubler d'efforts à l'extérieur de la région et à l'international pour compenser ces pertes-là. Eh bien, M. Donald Bérère, on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pour une
une Saint-Valentin coquine, la boutique érotique Essentielle vous accueille dans son local encore plus grand avec un inventaire à son meilleur pour vos articles personnels ou de la fine lingerie à faire rêver pour faire plaisir à l'être aimé ou à vous-même. Situé au 128 Regnault dans le local de la boutique La Griffe. Un service professionnel, une discrétion irréprochable. Assurez-vous d'une Saint-Valentin mémorable avec la boutique érotique Essentielle. 128 Regnault, 968-6164. Visitez-nous au www.boutiqueessentielle.com. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Et on s'entretient en direct maintenant avec Madame Lynne Sirois de l'organisme Action Chômage. Moi, je dis toujours Action Chômage Côte-Nord, mais c'est Action Chômage Haute-Côte-Nord qui donne des services quand même jusqu'à Sept-Îles. Bonjour, Madame Sirois. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. La dernière fois, vous m'aviez dit que vous alliez changer de nom là pour Action Côte-Nord. Action Chômage Côte-Nord, c'est compliqué, hein? Ouais, mais c'est compliqué. C'est sûr qu'on peut bien s'appeler Action Chômage Côte-Nord, mais il faut être plus vivant chez vous encore. Si on met le Côte-Nord, on enlève le Haut-Côte-Nord, puis les budgets vont pas avec le nom. Oui, mais il n'y en a pas d'organisme comme le vôtre ici. Oui, je le sais qu'il n'y a pas d'organisme. On fait tout notre possible pour mettre des services en place, mais nous, on donne le service quand même aux gens de Port-Cartier, de Sept-Îles, de partout sur la Côte-Nord. Bon. Eh bien, tant mieux. Et là, on a en fait pris connaissance du rapport. Hein. Il y a un rapport qui a vraiment étudié, examiné les services de l'assurance-emploi. 3 députés libéraux à part ça. Et finalement, leur rapport, il fait pas tellement votre affaire, hein? Non, le rapport, si on se rappelle bien, c'est qu'ils sont venus à Ispit au mois de juillet, on les a rencontrés, et les gens qui sont venus voir le député Massé et ses adjoints, c'était pour parler de la problématique chez nous, de l'assurance-emploi. Oui, on a un problème avec les services, on l'a dénoncé, mais avant tout, la priorité, c'était de donner accès à l'assurance-emploi à l'année aux travailleurs saisonniers qui vivent le trou noir de 5 jusqu'à 18 semaines. C'est inacceptable. Fait que nous, puis quand on a sorti de cette rencontre, on était sincèrement heureux. On pensait vraiment qu'on avait réussi à sensibiliser ces gens-là à notre cause. Ouais. C'est facile d'être à l'écoute, mais quand vient le temps de passer à l'action, c'est d'autres choses, hein? C'est facile d'être à l'écoute. Ouais, c'est ça. Les bottines suivent pas les babines. Ouais. C'est inacceptable, là. Ils nous ont écoutés, ils nous ont dit que ça avait pas de bon sens, mais on n'est pas dans les recommandations. Dans les 10 recommandations que ce comité-là a sorti ne parle que de services. Oui. Nous, ce qu'on dénonce, c'est que rénove-là ta maison, là, mais donne-nous la clé pour entrer dans la maison. Ouais. Et le problème, c'est quoi? C'est le mandat. Le comité avait pas un mandat pour changer la loi sur l'assurance-emploi, parce qu'ils en font mention là du problème du trou noir dans leur rapport, mais c'est pas une recommandation. Nous, on voulait que ça devienne une recommandation parce qu'on sait très bien que tantôt le budget va sortir et il va falloir qu'il y ait des annonces de fait. Ça aurait été un appui pour que au moins on pense être dans ce budget-là. Là, nos espoirs ont diminué de beaucoup. Expliquez-nous exactement, là, quand on parle d'un trou noir pour la Côte-Nord, on peut prendre des exemples. Je pense que Baie-Trinité, c'est un bon exemple, là, parce qu'il y a une usine de transformation de poissons qui fonctionne, normalement 14 semaines par année. Il y a des travailleurs de la Gaspésie, d'ailleurs, qui viennent y travailler. Puis Baie-Trinité, c'est à 1h15 de Bécomo, 1h15 de Sept-Îles, là. Ça fait que le monde, ils iront pas travailler dans 2 villes de la Côte-Nord. Là, ces gens-là, ils ont rien, là. Ils ont plus d'assurance-emploi, puis ils commencent pas à travailler avant 2 mois. C'est tout à fait ça. Vous avez très bien résumé. Ces gens-là, on peut rien. On peut parler d'un trou noir qui peut aller jusqu'à 18 semaines. C'est vraiment inacceptable. C'est d'appauvrir la population et d'en être conscient, parce que maintenant, le gouvernement peut pas dire qu'il sait pas. Il l'a marqué dans son rapport. On sait très bien que le gouvernement est parfaitement au courant. M. Trudeau avait promis de régler ce problème-là quand il sera au pouvoir, et maintenant, là,
ils parlent, ils nous ignorent de plus en plus. Nous, ce qu'on demande, là, c'est le drame humain en arrière de ça, là. Imaginez ces gens-là, imaginez-vous, Monsieur Saint-Pierre, vivre 3 à 4 mois sans argent, c'est impossible, là. À moins d'être un professeur, puis que ton revenu annuel est quand même bon, là, tu peux être 2 mois, ou même ils répartissent leur salaire sur 12 mois pareil, et les travailleurs saisonniers de la pêche, au bout de l'année, ils n'ont pas 50, 60 000 par année non plus, là. Mais non, on parle des gens qui gagnent une vingtaine de mille par année, là, puis ça va diminuer encore plus, parce que les gens, plus ça va, plus ils s'endettent, là. Là, il y a un problème d'endettement. Puis vous le savez, là, il y a un problème, là, la Côte-Nord est en train de se vider de son monde, là, pour s'en aller dans d'autres régions, là, au Québec, là. Il faut se demander à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qui marche pas chez nous. Puis qu'est-ce qui marche pas chez nous, c'est que il y a eu une crise forestière il y a 10 ans. On s'est vraiment jamais relevé de ça. On n'a jamais pas eu d'aide du gouvernement non plus. Puis aujourd'hui, les gens se sont retournés avec un travail qui est saisonnier. Et maintenant, là, ils vont vivre le trou noir. Ils vont pas vivre ça longtemps. Ils vont quitter la région. Madame Sirois Tomiogé, collaborateur sur l'émission, là, je vais me faire l'avocat du diable. Ça donne pas des munitions aux gens qui disent justement des régions comme ça qui ont de la misère à fonctionner. On ferme ça, ces régions-là, puis on rapatrie les gens vers les plus grands centres. Ben oui, mais ils peuvent pas nous fermer parce que nous, c'est nous qui avons ici, on a la forêt, le poisson. Imaginez-vous que demain matin, on ferme cette région-là, puis que vous avez plus de crabes sur vos terres, et puis personne n'exploite la forêt. C'est impensable. C'est enfantin de penser comme ça. Et en plus, ils pourraient pas nous recevoir toute la gang en région, là. Oui. C'est nous qui avons les ressources ici, là. Faut juste nous aider à les exploiter. Vous savez, l'agriculture, si on viendrait pas en aide au monde de l'agriculture, il y aurait pas d'agriculture au Québec. J'aimerais, je reviens sur mon exemple de Bétrinité, là. Il y avait des employés, des gens de la Gaspésie qui sont venus travailler l'été dernier à l'usine crustacée Bétrinité qui transforme le crabe, et il y a bien du monde du village aussi qui travaille là, mais ils ont pas le même c'est pas pareil. Si tu viens de la Gaspésie, là, ils ont pas de trou noir, eux autres, puis c'est à Côte-Nord, on a 18 semaines de trou noir, c'est spécial. Oui, écoutez, l'assurance emploi, c'est calculé en fonction du taux de chômage. Le taux de chômage chez nous, il est biaisé parce que on est jumelé avec des régions autres que la Côte-Nord. On n'a même pas la base Côte-Nord avec nous autres parce que c'est la Gaspésie qui l'a. Ouais. Ça arrête à cette île. C'est pas par MRC. Ouais, mais non, même pas. Ils ont décidé de prendre une partie de la Côte-Nord, une partie du Bas-Saint-Laurent, une partie du lac Saint-Jean, là, puis une partie, je vous dirais, jusqu'au lac Etchemin, là. Ça a aucun bon sens. Ça reflète aucunement la réalité des gens chez nous. C'est qui fait qu'en Gaspésie, vous travaillez 420 heures, vous qualifiez pour 32 semaines de chômage. Chez nous, les gens, à 420 heures, ils se qualifient pas. Ça prend 560 heures. Et on se qualifie pour 20 semaines de chômage. Hey, c'est une grosse différence. Là. Il y a la réalité à Bétrinité et la réalité dans un village de la Gaspésie. C'est des pêches, c'est le tourisme, ça ressemble. C'est la même chose. C'est la même chose à Haute-Côte-Nord. C'est la même chose un peu partout. C'est la même chose à Futeaux-Outardes. C'est une réalité. Puis même si on nous dirait, il y a de l'emploi à la Romaine, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à la Romaine. C'est pas tout le monde qui a les compétences d'aller à la Romaine. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette industrie qui fait vivre la Côte-Nord depuis tant d'années? Cette industrie saisonnière-là qui emmène de l'argent chez nous, qui fait rouler l'économie de chez nous. Qu'est-ce qu'on va devoir faire avec cette industrie-là? C'est inacceptable. Un bon matin, on va se lever et c'est les gens qui vont venir exploiter nos ressources, qui vont repartir avec nos ressources, puis on n'aura rien. On n'aura même pas de travailleurs d'ici. Est-ce que vous savez s'il y en a beaucoup des gens qui se retrouvent dans le trou noir quand on gagne 20 000 par année puis qu'on est 15 semaines, 18 semaines où il n'y a pas de revenus qui rentrent? C'est pas évident, là. Ça doit être pratiquement des drames familiaux, ça.
c'est des gros drames. On en voit de plus en plus du monde. Un matin, j'avais une personne à mon bureau qui disait qu'il était 24 ans à l'industrie forestière. Il travaillait chez Kruger. Quand l'industrie a fermé, il s'est retroussé les manches, il a été cogné aux portes. On lui a dit, tu sais, t'as pas assez de scolarité, t'as rien qu'un secondaire 4. On sait très bien que c'était l'âge qui rentrait en ligne de compte. Ouais. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est que là, il s'est mis un emploi saisonnier, puis il était heureux là-dedans. Et là, cette année, il va vivre le trou noir. Ça fait 2 fois là que la même personne là essaye de s'arracher à vie pour vivre sur la Côte-Nord. Imaginez-vous là que ces gens-là, à un moment donné, se découragent puis ils s'en vont parce que là, ils sont tannés de se faire taper dessus. Ouais. En terminant, Mme Sirois, vous l'avez dit, là, le premier ministre Justin Trudeau avait quand même pris des engagements, ou en tout cas, il avait fait des affirmations fermes, entre autres, en Haute-Côte-Nord, à un moment donné, il avait parlé là d'une réforme conservatrice nuisible quand il était dans l'opposition, probablement. Oui. Il s'est engagé à la changer. Est-ce que vous avez espoir? Là, on dit le temps presse dans votre communiqué d'hier, là, pour cette année, on changera pas grand-chose. Le trou noir va malheureusement se vivre par un certain nombre de familles. Mais est-ce qu'on a espoir, peut-être avant la prochaine élection, que les libéraux vont changer la formule? On va tout faire pour que ces gens-là changent la formule. On va tout faire ce qui est en notre possible de faire. On a des contacts avec eux. On continue à leur parler, mais disons qu'on est en train de monter d'un ton là, notre grogne là, parce que on a été très polis, mais à un moment donné. Je vais le redire, il va falloir que les bottines suivent les babines. On vous souhaite bonne chance dans tout ça. Bonne grogne, finalement. J'imagine que ça va grogner fort au cours de la période du trou noir, justement. Vous allez entendre parler de nous autres, ça, je vous le garantis. Merci beaucoup pour l'entrevue, Mme Sirois. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Action Chômage. On va dire encore Côte-Nord. Oui, vous pouvez dire Côte-Nord, il n'y a aucun problème. Merci, au revoir. Merci. Attitude. L'événement temps froid offre brûlante se poursuit chez Olivier Chrysler. Obtenez le Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 2017 à 0% de financement à l'achat jusqu'à 60 mois, aucun acompte. Ou la toute nouvelle Chrysler Pacifica LX 2017 à 0% de financement à l'achat jusqu'à 84 mois, aucun acompte. De plus, aucun paiement au financement pour 90 jours. Venez en profiter dès maintenant chez Olivier Chrysler, ouvert du lundi au vendredi, financement spécialisé sur place. 119 Monseigneur-Blanche. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Le conseil municipal était réuni hier soir pour sa réunion régulière à l'hôtel de ville de Sept-Îles. On en parle un peu des différents sujets qui ont été abordés avec Régent Porlier. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour, Jean. Régent, on a parlé entre autres du déneigement. Hein. Là, on le sait qu'il y a eu beaucoup de neige jusqu'à maintenant, que l'hiver est pas fini. Donc, ça va coûter un peu plus cher à la ville de Sept-Îles. Hein? Oui, on ajoute au budget planifié un 215 000 essentiellement du côté pour ramasser la neige. Il faut savoir que on y est allé quand même on y avait été avec un budget assez conservateur. Puis l'hiver étant exceptionnellement abondant en matière de neige, il a fallu réviser. Là, puis parce qu'on en a fait beaucoup avec nos propres machines, mais là les quantités là on en avait plein les bras comme on dit, ça fait qu'on est obligé d'ouvrir un peu de ce côté-là. Mais une année l'hiver c'est ça, une année on en a plus, une autre année on en a moins, puis quelque part ça s'équilibre. Une chose est sûre, on peut prendre on peut mesurer l'impact des décisions qu'on avait prises au niveau du soufflage de neige sur les terrains plutôt que de la ramasser, parce que on pourrait certainement penser que ça serait plus on pourrait ajouter 1 million s'il avait fallu amasser la neige depuis le début comme ça se faisait par le passé. Là. Donc c'est quand même des sommes très importantes. Oui, parce qu'on fait affaire avec des camionneurs artisans entre autres. Là, est-ce qu'on va en ramasser de la neige parce qu'il y a quand même certaines rues que ça devient problématique, certaines intersections aussi où il faut avancer pas mal là, pour voir s'il arrive une voiture en sens inverse. Il y a des endroits où c'est compliqué de circuler actuellement là.
Oui, absolument. Puis c'est prévu là, dans nos opérations. Aussitôt qu'on peut se mettre à respirer un peu, si je peux dire, là, parce que on le sait, les tempêtes non seulement étaient régulières, mais ils revenaient tellement rapidement qu'on n'avait pas le temps nécessairement de prendre le dessus sur ces opérations. Là, on commence à respirer un peu quand même, malgré la dernière bonne tempête, la dernière bonne bordée. Puis là, on va commencer à ouvrir pour justement dégager les coins de rue pour une meilleure visibilité. Puis il y a des endroits où est-ce que c'est déjà à pleine capacité. Donc, on va ajuster nos opérations en fonction là, pour voir aux particularités sur le territoire. Parlant d'ajustement, je pense que les automobilistes l'ont fait, parce qu'on voit beaucoup moins d'abrasifs, mais j'ai pas entendu parler tant que ça de collisions, d'accidents ou de sorties de route. Là, je pense que les gens ont apprivoisé cet hiver particulier. Oui, absolument. Mais ce qui est quand même, on peut dire que d'un côté, oui, on a beaucoup de neige, mais c'est un bel hiver dans le sens que c'est pas on n'a pas eu de pluie, ce qui change beaucoup la donne. C'est un bel hiver pour les sports, les sportifs, ceux qui aiment en profiter de la neige, mais heureusement beaucoup moins, pas de pluie. Et ça fait toute la différence sur la chaussée. On sait quand il y a une couche de glace qui s'accumule sur la chaussée, ça devient extrêmement difficile au niveau de la conduite. Mais de ce côté-là, on est chanceux cet hiver. S'il y a un côté qu'on peut dire qu'on est chanceux, c'est de ce côté-là. Donc c'est moins glissant. Puis même si on a étendu un peu avec les quartiers blancs, là où est-ce que on met moins de sel et d'abrasifs, on en met sur les coins de rue. Tu as raison de dire que les gens, quelque part, il y a juste leur conduite aussi. Puis l'hiver, c'est ce qu'il faut faire. Oui, d'ailleurs, on a adopté un règlement hier. On va réduire la vitesse dans le secteur des plages. Ça n'a pas nécessairement un rapport avec l'hiver. Là, ça va être réduit à l'année, comme on le fait du côté du parc Ferland depuis un certain temps. Exact. Mais on le sait que les petites rues dans ce coin-là, souvent étroites, il y a des gens qui aiment prendre leur marche. Donc, il y a une question de sécurité derrière ça. C'est une demande qui nous avait été faite. Je pense que du côté du parc, ça a été quand même très apprécié d'avoir pris cette mesure-là. Les endroits où c'est un peu plus étroit, là, c'est certain que au niveau de la sécurité, ça aide. Bon, ça rappelle à tout le monde là qu'il faut diminuer un peu la vitesse. Donc, de passer de 50 à 40, on le voit comme une amélioration. Puis c'est à la demande, naturellement, de la conseillère du secteur de la rive. Mais Jean, hier, on a adopté là un peu les budgets qu'on donne à nos corporations municipales à la ville de Sept-Îles. On baisse un peu la subvention accordée à développement économique Sept-Îles. Ça n'a pas de lien avec les anciennes critiques du maire il y a quelques années là envers cette corporation-là. C'est qu'on avait un surplus. Exactement. Ça n'a aucun rapport. Il y a un surplus qui était là, présent. Puis par les temps qui courent, on demande à tout le monde de faire leur effort. Puis je pense que du côté de développement économique, ils l'ont bien compris. On les a bien expliqué aussi. Ce surplus-là, mais il s'était grossi depuis quelques années. Il y avait l'idée de créer un fonds de diversification économique. On discute beaucoup avec la corporation par les temps qui courent de se doter des meilleurs outils justement pour aider au démarrage d'entreprise. On sait que du côté de la MRC aussi, on a un fonds qu'on a débloqué pour aider les entreprises à traverser les moments plus difficiles économiquement. Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Ça se fait d'un bon accord. Là. Puis le surplus est là, puis on l'utilise à bon escient, comme on dit. On va parler aussi d'eau potable. On a une deuxième étude de diagnostic sur la qualité de l'eau du lac des Rapides. Peut-être avant, aujourd'hui, il y a une urgence. Est-ce que c'est inquiétant? On n'est pas arrangé comme aux îles de la Madeleine quand même, là, mais il faut réduire la consommation d'eau à cette île, hein? Oui, mais si on regarde ce que le gouvernement nous demande, du côté du ministère de l'Environnement, on sait qu'ils ont des objectifs là, auxquels ils demandent aux municipalités de s'ajuster. On est encore au-dessus des objectifs. Par contre, je vous dirais qu'on développe des outils pour mieux suivre. Entre autres, cette année, en 2017, on va installer des compteurs du côté de l'institutionnel. On peut penser à l'hôpital, tout ce qui est des commissions scolaires, des bâtiments de la commission scolaire, et même du côté de la ville, on va commencer à installer des compteurs pour parler des vraies choses. Parce qu'en réalité, quand on parle de cette île versus les extrémités, les périphéries, si on peut dire, on dit, bon, mais on voit que la consommation est beaucoup plus grande à cette île, mais c'est normal parce que on considère aussi l'institutionnel au travers de nos données. Donc, les chiffres sont faussés. Donc, l'addition de compteurs va nous aider à avoir les vrais chiffres pour parler des vraies choses. Mais au-delà de ça, on a donné, ou on va donner, on est sur le point de donner un contrat. Je pense qu'il est donné un contrat pour
pour l'aquaresponsabilité. C'est des gens d'université qui vont débarquer ici pour faire une étude de nos pratiques, de nos infrastructures, comment on est organisé à la ville de Sept-Îles, est-ce qu'on est bien organisé, puis donc ces gens-là qui sont indépendants vont venir nous faire des suggestions peut-être pour pour avoir des outils pour mieux gérer notre eau. Là. Je pense que ça va être bien reçu, ça. On n'a pas la prétention de tout bien faire, puis d'avoir un œil externe comme ça. Puis ça va être, je pense, c'est la 3e ou 4e ville au Québec qui va le faire. Québec-Montréal, ça a été fait, je pense, du côté de Sherbrooke. Mais c'est assez avant-gardiste. C'est intéressant parce que c'est fait par le biais je crois, d'une équipe universitaire, donc à moindre coût. Puis à la sortie de tout ça, on va sûrement avoir des bonnes recommandations pour ajouter certaines pratiques, puis peut-être en fonction de notre réseau aussi, de la nomenclature de notre réseau pour la distribution d'eau, mais il y aura sûrement des recommandations. On a bien hâte de voir ça. Je pense qu'on peut considérer que c'est avant-gardiste. Et l'étude sur le diagnostic du lac des Rapides, c'est une deuxième. Faut peut-être rappeler, là, c'est intéressant parce qu'on peut comparer d'une étude à l'autre, voir l'évolution de la qualité de l'eau au lac des Rapides. C'est un peu ce qu'on voulait. Il y aura d'ailleurs une 3e étude. On aura sans doute l'occasion d'en parler avec Jean-François Grenier là, cette semaine à notre émission. Mais on peut rappeler les origines de tout ça. C'est un peu lié aux inquiétudes de Mine-Arnaud versus la proximité du lac Rapide qui est là où on s'approvisionne là, pour notre eau potable à cette île. Oui, c'est notre source d'eau potable, d'avoir une vigie, de surveiller, parce qu'il y a beaucoup d'activités autour du lac aussi. On le mentionnait hier, la question m'était posée. Il y a des hydravions, entre autres, et je vous dirais que les deux sont pas très conciliables. Là. Une source d'eau potable, puis on sait les carburants parfois, là, il peut s'en échapper. On a de l'activité humaine autour du lac, donc on s'est doté d'un outil de planification, le PIPC, pour bien suivre notre source d'eau potable. Et à l'intérieur de ça, on a identifié les différents risques. Et je pense que c'est une question d'être responsable, naturellement, parce que, vous savez, un plan B pour l'eau potable, moi, j'en ai pas. Si on devait en chercher un, là, on n'en a pas. Donc, il faut assurer la pérennité de notre source d'eau potable. Et c'est ce qu'on fait. Et ça a été démarré avant qu'on arrive. C'est l'ancien conseil là, qui avait mis ça en place. On va avoir une 3e, si je me trompe pas, une 3e opération d'aller faire la caractérisation du lac Rapide. On en a déjà fait 2. Naturellement, il faut en faire quelques-unes pour voir s'il y a des tendances qui se dégagent. Il avait déjà été mentionné par le passé, il y avait une question d'acidité. Par contre, les experts nous disent que dans la région, on a des lacs qui ont plutôt un caractère acide, mais il faut quand même en suivre l'évolution comme il faut. Puis c'est une question comme je disais, de pérennité de notre source d'eau potable. Puis notre PIPC non seulement identifie les risques, mais on se donne aussi des moyens d'assurer là, qu'on fait les bonnes actions pour que notre source d'eau soit encore là longtemps. La base d'hydravion, on aimerait la relocaliser ailleurs? C'est plus ou moins compatible avec le centre plein air qu'on a ouvert au lac Rapide non plus? Il faut mettre des balises claires, c'est certain. C'est pour ça qu'on fait un suivi serré aussi. La question des hydravions, ça fait longtemps que c'est questionné par rapport à la source d'eau potable. Il faut savoir qu'un plan d'eau, c'est fédéral. Il y a de la réglementation fédérale. Je vous dirais qu'idéalement, on aimerait bien que les utilisateurs se relocalisent d'eux-mêmes là, pour ce qui est de la question des hydravions, peut-être sur la Sainte-Marguerite ou ailleurs. Ça serait l'idéal parce qu'on n'est pas à l'abri. Pas cet hiver, mais l'hiver passé ou 2 hivers avant, il y a eu un avion qui s'est écrasé, mais ça n'a pas défoncé, l'avion n'a pas passé, il n'y a pas rien qui s'est retrouvé dans l'eau, mais il y a des risques associés à ça. Il y a aussi toute la question quand on remplit les hydravions, mais il faut faire avec beaucoup de précautions. On dit pas que les gens le font pas bien, là, mais ça demeure des risques qui sont là, bien présents. Quand on prend quand on fait la caractérisation comme ça, on prend état de la situation du lac, puis on voit différentes choses. D'ailleurs, c'est dans le PIPC. Là, les gens qui sont intéressés, je vous invite à aller voir. Là, c'est public, ces documents-là. Puis là, il faut faire une bonne gestion de tout ça. Les riverains aussi, on sait que par le passé, c'était plus ou moins surveillé, là, je dirais les eaux usées, comment on traitait les eaux usées. Là. Avant ça, on regardait pas ça, mais aujourd'hui, en 2017, on n'a pas le choix d'être aux normes, et surtout lorsqu'on est à proximité d'une source d'eau potable. Ça fait que c'est sûr c'est quelque chose sur lequel on est les yeux bien fixés, là, puis on s'assure d'avoir un bon suivi. Jean Paulier, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Côte-Nord.
Attitude. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com. 100% de plaisir pour 50% du prix. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on a 2 invités avec nous en studio et on va parler de toutes sortes de choses, dont une course de raquettes. Tantôt. Tantôt, on va garder Roger Vachon là qui est là pour le marathon Mamou. On va le garder peut-être. Le dessert du dîner de Saint-Valentin, c'est Roger. Yeah! On a quand même déjà une très bonne liste à faire avec Hélène Desaulniers de la Pâte Complice. Bonjour Hélène. Bon midi. Bon midi. Donc premièrement, je voudrais commencer avec toi concernant ton implication dans l'activité Dragon Sept-Rivières. Tu étais une des récipiendaires de l'an dernier. Cette année, tu t'occupais d'un volet jeunesse. C'était comment rencontrer des jeunes qui ont plein de belles idées? Ah, belle question, mais évidemment, je suis pas la seule dragon en milieu scolaire. Alors nous, notre mandat, c'était de se rendre dans les écoles et d'assister à leur finale dite locale, si on veut, pour départager un seul projet gagnant par institution secondaire. Et ensuite de ça, on les accompagne, on fait un petit peu de coaching, de mentorat jusqu'à la finale du 16 de mars, où ce qu'ils vont concourir entre eux pour une nouvelle bourse, encore une fois. C'est stimulant de voir des jeunes qui sont proactifs comme ça, qui ont des belles idées. Toi, t'as passé un peu par là l'an dernier. T'as encore plein de beaux projets. Eux, de voir une relève comme ça, c'est le fun. Ah oui, c'est le fun. Puis ils ont tellement des idées novatrices aussi. C'est certain qu'il manque, il manque de l'attachement autour de ça. Si on veut, là, c'est des jeunes. Ils n'ont pas l'expérience non plus. Ils n'ont pas toutes les connaissances ou les compétences, mais de pouvoir contribuer au développement de projets comme ça. Je suis pas très bien non plus. Là, j'ai juste 32 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais je trouve que c'est une belle passion qui se transmet là au fil des années. Puis tu peux être un bon exemple pour ces jeunes-là de dire même à un jeune âge, je suis capable de développer des projets et de me trouver quelque chose. Une offre de service qui est pas disponible dans une région, de foncer et d'avoir une belle réussite. T'en es un bel exemple avec la Pâte Complice et tous tes projets en zoothérapie. Mais merci beaucoup. Ce qui est important de garder en tête, c'est d'avoir la bonne idée, oui, mais que ça soit le bon porteur de projet, puis être dans le bon moment aussi pour la lancer. Parlant de Dragon Sept-Rivières, vous avez jusqu'au 17 février pour déposer vos candidatures. Oui, vendredi. Donc, allez là, sur la page Facebook, le Dragon Sept-Rivières. Vous allez trouver toute l'information que vous avez besoin, là, tous les gens à communiquer, les formulaires. Déjeuner des complices, donc une activité là pour ramasser des fonds pour les diverses activités parce que t'es en demande, faut le dire. Là. Ben oui, ça nous arrive des fois. Alors, l'année passée, thématique cabane à sucre. Cette année, on change de lieu, on change un peu le concept dans une ambiance toujours aussi familiale et si bien animée comme mon équipe sait le faire. Alors, c'est ce dimanche en fin de semaine, le 19 de février. Il y a 2 services, 9h et midi. C'est important d'acheter vos billets avant. On peut pas se présenter sur place. Il faut comprendre que c'est une question de préparation aussi. On peut pas faire ça au risque d'avoir moins ou trop de clientèle. Il y a un maximum de 160 places. Ça se fait chez Tartine et Babeur. Par contre, vous avez jusqu'à demain pour prendre vos billets. Alors, par Facebook, Camp des complices ou encore avec mon cellulaire, il n'y a pas de problème. On vous réserve ça. On peut les prendre à la porte un coup qu'ils sont réservés à votre nom. Puis on vous promet, c'est certain, des poils, des plumes et peut-être des écailles. Et ça sera une belle occasion justement de rencontrer un peu là, les différents intervenants que tu peux amener à l'hôpital ou dans d'autres lieux parce que faut le dire, tu fais beaucoup d'endroits, tu vas dans des écoles, tu vas dans des centres de santé. Je voyais ce matin là que tu étais du côté de l'hôpital de Sept-Îles, c'est bien ça? Oui, ce matin on était en pédiatrie, journée nationale de l'amour. Alors qui de mieux placé que Monsieur Lincoln pour aller ensoleiller cette belle journée et on rencontrait nos habitués, c'est certain qui sont en traitement à chaque semaine, mais les petits patients hospitalisés aussi, puis pour nous ça nous fait chaud au cœur à chaque jour. Et il y a des résultats incroyables dès que les animaux sont là, que ce soit pour une prise de sang, un examen, un traitement, t'es à même de constater le résultat de la différence ou même les parents, de parler avec les parents de quand t'es là et quand t'es pas là.
Oui, tout à fait. Puis moi, j'étais déjà une convaincue à la base, mais Jean Saint-Pierre, qui était sceptique. Il y a des sceptiques. Ben, tu vois, moins qu'avant, tu vois. Bon, c'est bon, on travaille fort. Mais la zoothérapie, c'est beaucoup plus large que ça. On parle beaucoup des enfants, des personnes âgées, mais il y a un entre-deux très important. Et le camp d'été se voulait être un nouveau service, mais un service complémentaire à cette offre-là. Et on rejoint des jeunes de 4 à 14 ans pendant une semaine. Mais nous, on le vit pendant 6 à 7 semaines durant l'été. Et on vit des beaux moments. Puis les jeunes, là, ils vivent autant des activités sportives, artistiques, scientifiques. On a des belles concentrations artistiques avec Christine Blenay cet été. On va avoir la concentration équestre, toujours avec le ranch des Dalton. On peut coucher toute la semaine ou venir en formule de camp de jour. Et enfin, on est accrédité par l'Association des camps du Québec. Oui, belle réussite chez nous. Donc, ça certifie de nos bonnes pratiques. C'est un peu la norme ISO, si on veut, dans le monde des camps. Alors, on est bien fiers de ce projet-là. Puis là, les inscriptions sont commencées. Oui, c'est possible de déjà réserver votre semaine entre le 25 de juin et le 4 août. Et on va utiliser la plateforme Amelia pour faire nos inscriptions cette année. Donc, dans les prochaines semaines, ça va sortir en ligne là, pour les vraies inscriptions officielles, mais je peux déjà réserver votre semaine. Génial. Et là, on va demander à notre ami Roger Vachon de venir nous rejoindre parce qu'on va parler d'un autre projet dans lequel la Patte Complice est impliquée et c'est le marathon Mamou d'hiver. Donc, on a débuté ça l'année passée. C'est vraiment un marathon, mais version hivernale. Un Mamou d'hiver, qu'on va l'appeler. C'est vraiment une course à raquettes qu'on organise. Hélène est venue me voir l'année passée. C'est ça, il faut organiser quelque chose. Trop de courses l'été, je me suis dit on va faire de quoi l'hiver, et j'ai parlé de la course à raquettes et on a embarqué là-dedans. L'an passé, c'était très bien, on avait une vingtaine de coureurs, puis c'était très agréable. On a aussi de la marche, une marche familiale. Et moi, je triple de voir du monde bouger. Donc, il y a un parcours familial d'1 kilomètre et la course chronométrée, on a du 2,5 km et du 5 km. On le rappelle, c'est en raquette. Là, les gens se disent, 2,5 km en raquette, il y a rien là, mais allez faire ça. Hey, c'est un méchant défi, hein. Donc, vous allez inviter les gens à un petit parcours d'entraînement avant l'événement. J'ai commencé cette année à faire de la raquette, de la course, mais j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Et c'est fait pour marcher, des raquettes. C'est des petits raquettes. Ça prend des petits raquettes spéciales pour courir aussi. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup. 2,5 km, c'est déjà beaucoup. Quand j'ai parlé aux 5 km, je l'ai fait puis j'ai trouvé ça très, très difficile. Donc, faut s'entraîner un peu. Moi, je vais être au Vieux Poste le samedi 18 à 10h pour essayer de courir ensemble, montrer un peu les rudiments de la course à raquettes. Donc, premièrement, ça prend des raquettes pour courir. Donc, c'est des petites raquettes. Le parcours va être tapé. C'est sûr et certain, on courra pas dans la grosse neige, là. C'est toujours tapé. Et puis, moi, j'attends beaucoup de monde à venir au moins l'essayer, puis voir un peu c'est quoi. On a déjà des inscriptions de rentrée par le site Internet. On peut rentrer pour les inscriptions, on peut rentrer par la page Facebook. Mamou d'hiver et le bouton inscription et ça nous envoie directement sur la plateforme Réservo pour s'inscrire directement pour aller courir à raquette et la marche en familiale aussi. Et l'événement va se passer du côté du Vieux Poste. L'an dernier, vous étiez dans un autre lieu. Maintenant, tellement un beau coin, plus rapproché de la ville. Donc, les gens, là, peut-être un peu plus facile là, pour se déplacer en famille ou pour la compétition. Et ça, ben c'est toujours, toi, tu t'encourages, Roger, les gens à pratiquer des activités, se mettre en forme, mais c'est toujours aussi une bonne cause de rattacher à ça. Et les fonds, là, les profits qui vont être amassés s'en vont pour la pédiatrie que Hélène me fait signe. Donc, c'est vraiment pour les enfants. Oui, c'est ça. Ça s'en va directement au programme de zoothérapie en pédiatrie. Donc, dimanche, le 26 de février. Rando familial à 10h, mais on vous invite à arriver à l'avance pour l'échauffement. Et le 5 km départ à 11h, le 2,5 départ à 11h15 pour finir tout le monde en même temps. Puis, allez voir la page Facebook, regardez les photos qui ont été mises parce que les médailles des gagnants cette année, là, c'est de toute beauté. Donc, on invite les gens là. Allez sur les pages Facebook. C'est souvent les endroits les plus faciles pour aller chercher de l'information ou poser vos questions. Et dis-moi, tes amis de la Patte Complice, est-ce qu'ils vont chausser des raquettes? Ça se peut-tu? Il y en a vu un en manteau tantôt, là. Ils peuvent peut-être se promener en raquette aussi. Ils seront peut-être pas en raquette, là, mais on garantit une présence pour démontrer aux gens, là, oui, regardez quels impacts que ça peut apporter. Donc, on invite les gens, là. Pour le déjeuner, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Pour le marathon Mamou, ben, vous avez encore quelques temps, mais allez tout de suite, là. Réservez vos places pour le 26 février. Hélène Desaulniers de la Patte Complice et Roger Vachon du Mamou d'hiver. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bye bye.
Ben, un bon retour, Tommy. Un gros merci d'être présent à Côte-Nord Attitude. Tu vas revenir mercredi? Ouais, jeudi plutôt. Ben, jeudi, ouais. On vient à nos bonnes vieilles habitudes. Mon œil est en forme, puis je vais être de retour jeudi. Et ça complète cette émission d'actualité d'affaires publiques. Demain, on parle entre autres de persévérance scolaire à cette émission Côte-Nord Attitude. On devrait s'entretenir aussi avec Mélodie Bouchard, qui a vécu une belle expérience au Kazakhstan en hockey féminin. Au revoir, à demain.